l'entrepreneuriat est difficile pour tout le monde, encore plus difficile pour les gens qui n'ont pas accès aux ressources. Et c'est encore beaucoup plus difficile pour les nouveaux arrivants. Parce qu'en fait, une réussite doit être durable et systémique. Et quand ça reste isolé dans le cas d'une personne, on a beau de dire en fait des successful stories, c'est important, c'est inspirant. Mais quand c'est pas systémique, quand c'est pas durable, je pense qu'à un moment donné, j'ai pu m'échapper à ça. C'est pas toujours donné parce que nous, en tant que des personnes immigrées, les nouveaux arrivants, on n'a pas de backup. En fait, tout peut s'effondre. Et moi, ça m'est arrivé en fait ces dernières 15 années. 2 fois, j'ai vécu l'effondrement parce que voilà, il y a eu le Covid, j'ai créé une start-up Bonjour à tous et re-bienvenue sur Permis de réussir. Permis de réussir, épisode 3, le podcast qui a pour objectif de mettre en avant les parcours d'immigrés, des profils inspirants de l'immigration, partager avec vous leur narratif et échanger surtout le narratif autour de l'immigration en France. Comme d'habitude, nous avons un invité encore spécial, très spécial, écrivain et journaliste de profession. Mon invité d'aujourd'hui a su montrer de la résilience dans son parcours, assez atypique. Je suis content de vous présenter notre troisième invité. Ro Savard est notre invité aujourd'hui. Ro, comment est-ce que tu vas ? Je vais très bien, merci. Ro, merci d'avoir accepté l'invitation déjà. Avec plaisir. De Permis de réussir. C'est un honneur de t'avoir aujourd'hui. Je vais commencer avec déjà en t'introduisant le podcast. Comme tu as pu l'entendre, le podcast, le but c'est de mettre en avant des profils d'immigrés comme les tiens, des personnes qui ont montré par leur résilience que malgré le fait d'être immigré en France, on peut accomplir de très belles choses. Donc le podcast se déroule en plusieurs parties. On va déjà parler de ton départ, ta découverte de la France. Ensuite, parler de ton parcours académique, ton parcours professionnel en France. Et ensuite, parler de tes perspectives d'avenir. Savoir ce que tu vois pour le futur, tes projets. Et donc, sans tarder, on va commencer. Ro, qu'est-ce qui t'emmène en France, tout simplement? D'abord, je veux revenir sur ce que tu viens de dire. Je pense que c'est pas malgré d'être immigré qu'on peut faire accomplir des bonnes choses. C'est de bon gré d'être immigré. Très bonne chose. Qu'on a cette capacité exceptionnelle de faire, d'accomplir des choses. J'emprunte une citation de fondateur de la société Moderna, qu'on a bénéficié de ces vaccins pendant les pandémies. Lui-même, il est une personne immigrée du Liban qui a créé la société Moderna, la société mère. Toutes les qualités rares pour être un bon entrepreneur sont des qualités normaux d'une personne immigrée. D'accord. La résilience, de ce que tu viens de dire, l'innovation, la capacité de faire pas de côté, en fait, de voir des choses différemment, la capacité d'adaptation, la capacité de faire bouger des choses, tout ça qui sont pas en fait donnés à tout le monde, sont un parcours normal d'un immigré. D'accord. Donc moi je dirais plutôt c'est de bon gré d'être immigré qu'on peut accomplir de très bonnes choses. Exactement. C'est très bien de corriger ça parce qu'effectivement des fois on a l'impression que c'est quelque chose de négatif ou alors péjoratif même, mais c'est vrai que c'est une très bonne chose de corriger ça. Et qu'est-ce qui t'amène en France alors ? Comme tu as dit, c'était un parcours assez exceptionnel dans le sens où j'ai pas planifié. Une semaine avant d'arriver en France, je ne savais même pas que je serais dans un autre pays. Donc, j'étais journaliste et activiste politique, entrepreneur aussi, mais dans le média et dans la communication. Et à cause de mes activités, j'ai subi la répression, la prison politique pendant un certain temps et dans une petite fenêtre que j'ai eue en Iran. Je suis iranien, je viens de l'Iran. J'ai décidé de quitter en fait le pays, sinon en fait je devrais voilà. La situation était très critique, donc je suis allé en Turquie pendant quelques mois et à ce moment-là il y a eu une proposition d'asile politique
aux États-Unis ou en France, parce qu'il y a eu des soutiens des organisations comme l'Amnesty International, les Reporters sans frontières. Et j'avais 24 heures à choisir entre la France et les États-Unis. Et je ne suis pas aujourd'hui, je ne regrette pas de mon choix. Ok. Et une semaine plus tard, le 30 novembre 2029, j'étais à l'aéroport Charles de Gaulle, Waouh. sans connaître un mot de français. De français. Voilà. Donc ça veut dire que tu as été forcé à quitter ton pays. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es en Iran, tu es donc contre le pouvoir, c'est ça? Oui. D'accord. C'était en fait pendant une campagne présidentielle contre le président conservateur sortant. Ok. Et justement, moi, je faisais partie de la jeune génération très geek. Environ quel âge à l'époque? J'avais 25-26 ans. C'est jeune. J'avais déjà créé une boîte de communication et de marketing digital. Même le terme n'existait pas, mais c'était l'émergence de Facebook, Twitter, YouTube. Et pour nous, en fait, c'était un espace de liberté où on pouvait... Et donc on pouvait communiquer, mobiliser. Et moi, personnellement, dans cette boîte que j'ai montée avec mon frère jumeau, lui, il s'occupait des clients business et moi, je m'occupais des clients politiques plutôt. Et la dernière mission que j'avais, c'était pour un candidat d'opposition. Ok. On a super bien réussi. C'est-à-dire que grâce à la mobilisation Internet en ligne, on a réussi à mobiliser des millions de personnes dans la rue. Dans un cas, et c'était le cas ultime qui a causé mon arrestation, 30 millions, ne serait-ce qu'à Téhéran, dans la rue. 3 millions de personnes. Et voilà, donc à cause de ça, donc voilà, j'ai été arrêté, j'ai passé quelques temps en prison. Et puis, pendant vraiment une fenêtre d'une semaine, entre ma sortie de prison et le tribunal, j'ai quitté le pays. Et comment est-ce que ça se passe alors de devoir tout quitter, tout laisser et partir? Comment est-ce qu'on se sent? Comment est-ce que le départ se fait? On ne sait pas. Ce processus. C'est un grand inconnu devant soi, mais voilà, en fait, on n'a même pas le temps de réfléchir. Donc, il faut faire un choix de vie et c'est ce que j'ai fait. Oh, impressionnant. Et tu arrives en France, donc tu fais le choix parce que tu as le choix entre les États-Unis et la France. Tu choisis la France. Oui, bah, même encore tous mes amis, y compris des Français, parce qui que me disent je ne comprends pas. États-Unis et France. Oui, bah, il y a à la fois, parce que c'était, même géographiquement, c'est plus proche de l'Iran. D'accord. Deuxièmement, culturellement, à la fois avec la culture iranienne, mais aussi, moi, l'environnement familial. Ma famille vient d'une famille populaire, mais un peu transfuge de classe. Et donc, mes frères sont des écrivains. Et donc, moi, j'ai lu quasiment tout des classiques français, même y compris par exemple Alexandre Dumas, en persan, en traduction, très belle traduction, en Iran quand j'étais ado. Et l'un de mes plaisirs, c'était de relire une fois en français. Et ça, c'était mon rêve et j'ai réalisé aller à Marseille, au château d'If, où Dantès, le futur comte de Monte Cristo, était en prison. Et puis aller à Paris, me balader dans les endroits ce qui existe aujourd'hui, où il a pu se réinventer. Et pour moi, cette histoire est très très proche de ce que moi j'ai vécu un peu. C'est-à-dire la trahison, la prison, perdre quasiment de tout, y compris son amour, sa famille, ses parents, et s'exiler dans différents endroits et atterrir
dans une ville complètement inconnue qui est Paris, Mhm. et devenir quelqu'un qui aide les gens, mais ils arrivent. Après, il a une notion de vengeance. Il se venge de manière très courtoise, mais quand même. Mais il se venge plutôt face à la vie, en fait, pas seulement face aux personnes. D'accord. Et quand tu arrives sur place, tu es content de... Est-ce que c'est finalement ce que tu t'imaginais? Est-ce que la Tour Eiffel, la France, est-ce que ce que tu pensais, Pas du ce que tout. tu vois, t'es Pas du satisfait? tout. T'es comment? T'es déçu? T'es Ben, comment? on a une image très très romantique et romantisée de France et de Paris. Exactement. En réalité, c'est pas le cas. Et moi, ce que j'ai compris, ce qu'en fait, je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, toutes les bonnes choses que je pensais de la France et de l'Occident n'étaient pas si bonnes. Et toutes les mauvaises choses que je pensais, elles ne sont pas si mauvaises que ça. D'accord. Voilà, en fait, c'est quand même, c'était, j'ai vécu un moment, voire des années de désillusion. Mais après, il faut se réapproprier la vie. C'est ce que j'ai essayé en tout cas de faire. De faire, ouais. Je reviens sur quelque chose que tu as dit au tout début qui m'a marqué. Quand tu arrives, tu ne parles pas français du tout. Pas du tout. Et du coup, comment est-ce que tu vis le choc culturel? Comment est-ce que tu t'adaptes alors? Comment tu fais finalement? Je pense qu'en fait, encore une fois, l'adaptation, c'est la force des personnes immigrées. Parce que, voilà, en fait, on est obligé, donc on s'adapte, et il n'y a pas un sujet. Donc on s'adapte, voilà. On n'a pas de choix, mais quand même, c'est un choix. C'est-à-dire que en fait, je sais que quand même, j'ai subi quelque chose, mais quand même, j'ai fait ce choix. Il y a un part de choix parce que j'ai des envies, j'ai des projets, je veux avancer et je veux m'adapter. Donc, effectivement, il y avait une part très importante de choc culturel, mais c'était pas inattendu parce que je savais que les détails étaient inattendus, mais en globalité, je savais que je vais en fait vivre dans un autre pays. Mais l'important, c'est que qu'on soit préparé, qu'on soit bien accueilli aussi. Moi, j'ai eu la chance vraiment au début d'être entouré par les gens qui étaient là pour m'aider. Des organisations de soutien des personnes en exil, des journalistes, des activistes politiques. Je pense que tout le monde n'a pas cette chance. Et donc, au départ, j'ai créé de bonnes relations avec les gens qui étaient autour de moi, ici, des Français ou des gens d'ailleurs. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à mieux apprendre des choses, à mieux avancer. Mais encore une fois, en fait, tout le monde n'a pas cette chance. D'accord. Et ta première expérience avec l'administration, parce que tu es donc sur place, tu es en France, comment se passe ton statut finalement et comment à la préfecture? Ta première expérience avec l'administration française? Ah ben, en fait, c'était pas totalement un choc culturel parce qu'en Iran, on a cette culture d'administration aussi. Ok. Il y a en fait là l'administration en Iran a une histoire de 30 000 ans. Mais en fait, ce qui m'a choqué, c'était la lenteur. C'est pas son existence, mais la lenteur et son irrationalité qui m'a choqué. En fait, il y a des process que tout le monde sait que ça sert à rien, c'est long, c'est impersonnel. En fait, les choses sont très impersonnelles. Et surtout dans les grandes villes comme Paris, je me souviens que quand même pendant 1 an, j'ai vécu à Fontainebleau et je voyais qu'en fait, l'administration, il y a des relations humaines. C'est-à-dire quand tu vas dans un rendez-vous et qu'il y a un papier qui te manque, la personne te dit, si tu as une demi-heure, tu peux rentrer chez toi, te le ramener. À Paris, c'est mort, en fait. De te reprendre un rendez-vous, revenir dans 3 mois, et ça n'a pas de sens. Tu as bien vu une différence entre, effectivement, Fontainebleau, la façon dont on traitait les dossiers à la préfecture là-bas et à Paris. Complètement. Et ça m'a rappelé l'Iran. Donc, les choses, ou la lenteur des choses, moi, le fait que moi, j'ai réussi à quitter l'Iran, c'est que en fait, la procédure de faire un passeport, j'ai demandé
5 jours plus tard, mon passeport biométrique était chez moi. Ok. Et j'avais donc 2 jours plus tard le tribunal. Donc j'ai pu partir, en fait, quitter. J'ai pu fuir. Sinon, en fait, je partais de manière illégale, de toute manière. Mais en fait, c'est inimaginable, en fait, en France, de faire ça. J'ai vu seulement dans les cas exceptionnels. Voilà. Et il n'y a pas de... Et je peux vous dire, en fait, en termes de standard international, le passeport iranien est sur le même critères de sécurité qu'un passeport français. C'est la même chose en termes de technique. Mais il y a l'administration derrière qui... En fait, et c'est pas forcément pour les personnes immigrées, c'est pour tout le monde, c'est comme ça. Tout le monde, c'est comme ça, exactement. Et en France, est-ce que tu as un parcours académique en France quand tu arrives? Parce qu'on est en 2009. Oui. Ok. C'est en 2009, pour vous dire, j'ai fait des études, 2 études complètement différentes en Iran. Les études de sport, rien à voir. J'étais lutteur demi-pro en Iran jusqu'à des blessures que j'ai eues aux côtes. J'ai fait une école de 3 ans, 10 ans d'activité, et puis j'ai switché dans la sociologie. J'ai fait une licence de sociologie, mais quand je suis arrivé en France, à cause de les conditions de départ, j'avais pas complètement mon diplôme, j'avais mes notes, mais j'avais pas mon diplôme, donc j'étais obligé de refaire mes études de sociologie. C'est comme ça que j'ai appris le français aussi. Okay. J'ai refait mes études de sociologie et ensuite j'ai fait mes études de journalisme, même si j'exerçais depuis une quinzaine d'années la sociologie. Parce qu'en fait, la particularité du milieu professionnel en France, c'est que pour entrer dans les réseaux professionnels, il faut faire une école. Voilà, c'est ça que j'avais demandé. Oui, tu fais une fait école vraiment l'école de journalisme parce que j'étais journaliste pour pouvoir pénétrer, même si j'avais beaucoup d'amis, j'étais journaliste, j'étais reconnu, mais en fait, faire ce chemin-là aussi. Comme si en fait, c'est la chose qui me manquait, en fait, qui manquait dans mon CV. D'accord. Et j'ai fait, et c'était super bien. Mais, voilà. Et derrière ta première expérience professionnelle en France, c'est quoi ta toute première expérience professionnelle? Première ou dernière? Ta toute première ma toute première, en fait, une station d'essence. Une station de service. Station de service, ok. Ouais. Ou alors un kiosque. Un kiosque. Un kiosque. Ça se passe comment? J'ai remplacé un ami pendant une semaine. Donc, je vendais des journaux. Et je parle pas, même avec les gens. Donc, j'avais... et puis après, j'ai eu la chance en fait de trouver de boulot de journaliste rapidement. D'abord pour les médias persanophones à l'international, ensuite pour les médias internationaux, la BBC, Euronews et les médias français. Par la suite, 89, j'ai écrit dans Le Monde, Libération. Wow. J'ai interviewé pour ma dernière expérience professionnelle, François Hollande à l'Élysée dans cette dernière journée. Alors je pense que les spectateurs vont se demander comment est-ce qu'on est passé de la station essence au Monde et interviewer François Hollande. Ça, c'était pour Libé, oui. Ah ouais. En fait, ça a comment pris est-ce du temps. En fait, parce que moi, je suis encore à la station essence. Oui. Et je me demande comment est-ce que tu fais pour trouver déjà un emploi facilement. Après, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu en tant qu'immigré, tu as des difficultés à rentrer dans le système? Est-ce que c'est parce que, par exemple, grâce aux études, que tu trouves facilement? Est-ce que c'est ton réseau? Comment tu fais pour accéder finalement à ça? En fait, entre les stations de service et l'Élysée... Ouais. Ça a duré, c'était en 2017, donc 8 ans. Okay. Donc c'était pas genre, c'était pas un ascenseur, c'était pas un tapis roulant non plus. C'était quand en fait un jour j'ai été, pardon pour la parenthèse, j'étais dans les tunnels tu vois en fait les halles. En bas, le métro, les RER. Et il y a 3 grands tapis roulants qui passent. Okay. Et donc, il y avait 3 qui ne marchaient pas. Les 3 ne marchaient pas. Donc on s'est dit, on va le prendre parce que c'est le chemin.
Et à un moment donné, il y a 3 il y en a 2 qui sont commencés à marcher, Ouais. à rouler. Il y en a un qui roulait dans le bon sens, dans un sens, Ouais. le milieu qui ne marchait plus, et l'autre sur lequel moi j'étais, qui marchait, en fait, qui a commencé à marcher À contresens. à contresens. Ok. Et je marchais et j'avançais pas. Et finalement, j'ai avancé. Ok. Et je dis, en fait, c'était un bonne métaphore parce que je voyais les autres qui allaient Qui allait facilement. facilement, Et toi, t'avais l'autre des- qui allait normalement, et moi, j'allais en En contresens. contresens, ok. Et je pense qu'en grande partie, pour les personnes immigrées, c'est ça, en fait. C'est vraiment l'incarnation Totalement. de parcours. Exactement. Mais finalement, on arrive. On arrive. On arrive et c'est con, c'est difficile. Pourquoi ça doit être comme ça? Mais on y arrive. Donc, pour moi, c'était, même quand j'ai demandé, c'était pour un numéro spécial pour Libé, et quand j'ai proposé, on va interviewer François Hollande, personne n'y croyait. Tout le monde disait non, en fait, l'Élysée, on ne peut pas avoir si facilement. En plus, là, c'est la campagne présidentielle. C'était vraiment les derniers jours. Et personne ne fait. Voilà. On a dit, on va essayer. Donc, on a essayé. Et vraiment, miracle, ils ont répondu. Ils nous ont accueillis et j'ai fait l'entretien. Waouh. Parce que moi, parce qu'on va revenir sur cette interview, mais moi, et je pense beaucoup de personnes te connaissent aussi pour ton passage sur Qui veut être mon associé, qui était vraiment quelque chose de très fort. Ton intervention, ton storytelling, franchement, c'était très, très poignant. Mais comment est-ce que cette expérience professionnelle, là, finalement, que tu as eue, tu travailles donc pour Libé ou si tu étais indépendant, comment ça se passe? J'étais journaliste indépendant, mais qui travaillait pour Libé, pour un numéro spécial. Pour un numéro spécial, ok. Ouais. Et en fait, ça, c'était mais c'était vraiment le moment où je faisais une transition professionnelle vers l'entrepreneuriat. J'avais créé un média et puis quelques années plus tard, j'ai dit je vais me concentrer mon parcours, mon énergie, mes talents, parce que j'ai des talents et j'assume ça. Et mes forces sur une cause qui me tienne à cœur, c'est-à-dire l'immigration et l'inclusion. Donc, je suis engagé en tant que président chez Singa, qui est le plus grand réseau de soutien des entrepreneurs nouveaux arrivants en Europe. Mais aussi, justement, j'ai créé une néobanque pour les personnes. Est-ce que tu peux nous en parler d'ailleurs? Oui, une néobanque pour les personnes, pour les nouveaux arrivants qui viennent en France, en Europe, pour travailler, pour étudier ou pour des raisons humanitaires comme moi. Et que peu importe la raison d'arrivée, mais peu importe la nationalité, on vit toutes et tous la même galère avec les banques. Et ce qu'en fait, la choc culturel, c'est encore une fois, c'est qu'en fait, le poids et l'importance et la place du système bancaire dans la vie d'une personne. En fait, si tu n'as pas un compte bancaire, tu n'as pas une existence administrative et rien du tout, alors que dans beaucoup d'autres pays, c'est pas forcément comme ça. Donc, et ça a créé beaucoup d'obstacles pour la réussite et même en fait la vie tout court des gens. Et à un moment donné, j'ai dit, OK, j'ai des partenaires autour de moi, des grandes entreprises, organisations, Visa, Microsoft, Singa. Allez, go, en fait, je vais attaquer. En quelle année quand tu décides de te lancer? Ça, c'était... Sachant qu'auparavant, ça n'a pas sorti comme ça. Via le réseau Singa, j'ai été contacté par beaucoup d'entreprises comme Western Union, comme la BNP, Nickel, pour en fait, un peu leur donner comme de conseils, mais parfois bénévoles, parfois pas, de comment ils peuvent adresser de manière très correcte le public immigré. Parce que tout le monde sait que c'est un grand potentiel, un énorme potentiel. Mais sauf qu'ils n'arrivent pas à adresser. Et j'ai fait ce travail et à un moment donné, j'ai dit, ah non, en fait, ils ne réussissent pas. Et je me suis dit, et c'était après la guerre en Ukraine, il y a l'ancienne directrice de la French Tech qui m'a appelé, qui a dit, c'est pas possible, en fait, il y a toujours ces événements qui s'enchaînent et tout, et rien n'est prêt. Et donc,
Et il faut faire ceci et cela. Et je pense que tu es la bonne personne pour y aller. Et moi, je n'étais pas du tout prêt pour ça. Ouais. Je venais d'avoir une offre de directeur master en innovation dans une école de commerce assez prestigieuse. Euh, donc, moi, j'ai décidé, un peu comme la décision d'exil, non, en fait, je vais tout arrêter et Wow. je vais m'engager sur cette cause qui est à la fois une opportunité business d'innovation, mais aussi c'est une cause à impact. Ouais. Très humaine aussi. Ouais, exactement. Et donc, c'était en début 2022. Début 2022, d'accord. Voilà. Et rapidement, je vais aussi revenir sur Singa parce que c'est aussi très, très important. Singa, quel est ton rôle chez Singa exactement et qu'est-ce que c'est que Singa? Je t'élabore. Singa, c'est un mouvement international qui est pour l'inclusion et le empowerment des nouveaux arrivants et avoir des rencontres et de liens durables entre les locaux et les nouveaux arrivants. D'accord. Et on fait Singa, c'est un peu comme moi en fait. On fait beaucoup de choses et les gens sont perdus parfois. Mais l'activité principale, c'est l'entrepreneuriat, soutien aux entrepreneurs, parce qu'on pense que l'entrepreneuriat, c'est une création de valeur importante à la fois pour la société d'accueil, mais aussi pour les nouveaux arrivants. On sait qu'il y a parmi les personnes immigrées, les nouveaux arrivants, il y a 2 fois plus d'entrepreneurs que les locaux. Ça, c'est très important. Après, on fait d'autres activités de soutien, de plaidoyer. Et donc, moi, je suis président de Singa Global, c'est-à-dire le réseau à l'international. Et je fais le job du président, qui est à la fois la représentation, mais aussi les décisions et les activités stratégiques. Et aider, soutenir mes collègues qui sont là. Ok. Tu penses que c'est plus difficile quand on est entrepreneur immigré que lorsqu'on est français? Tout à fait. En fait, déjà, l'entrepreneuriat est difficile pour tout le monde. Encore plus difficile pour les gens qui n'ont pas accès aux ressources. Et c'est encore beaucoup plus difficile pour les nouveaux arrivants. Et le travail de Singa, c'est d'apporter le capital social qui manque cruellement à la personne, à l'entrepreneur. C'est-à-dire en fait, les ressources financières, les ressources humaines, les relations, les premiers clients se font toujours dans le réseau. Et si on n'est pas en fait, dans un réseau qui favorise ça, on a beau d'avoir les meilleurs talents et les meilleures idées et la meilleure équipe, c'est pas facile à réussir, alors que quand on est bien entouré, on peut avancer plus facilement. D'accord. On peut échouer de toute manière parce que c'est le jeu, mais en fait, nous, on augmente vraiment la chance de réussite de la personne, qui est une chance pour la société aussi, parce que l'entrepreneur apporte une solution. Donc, on est de la société aussi. D'accord. Tout à l'heure, en introduction, j'ai dit journaliste, activiste, entrepreneur. Ancien activiste. Ancien activiste. Voilà. J'ai aussi dit écrivain. Oui. Est-ce que tu peux nous parler des œuvres que tu as écrites? J'ai écrit des œuvres plutôt politiques en Iran. En France, là, j'ai 2 projets d'écriture. D'ailleurs, un qui va sortir bientôt. C'est sur toutes mes chroniques que j'ai écrites ces dernières années sur l'Iran, sur la géopolitique et la politique en Iran. Et il y a un autre avec l'édition Le Cerf qui est sur la spiritualité et le soufisme en Iran, et un peu, pas l'Iran actuel, mais un peu dans la région, et son impact sur l'engagement social. C'est ça qui m'inspire, parce qu'en fait, il y a cette spiritualité en moi qu'à un moment donné, j'ai dit, en fait, là, il y a les choses que je fais, il y a quelque chose qui m'anime, en fait, dans tout ça. Et j'ai réalisé qu'en fait, en grande partie, ça vient de cette culture que j'ai héritée de la spiritualité et du soufisme. Pas le côté très introverti et isolé, au contraire, vraiment, quand ça devient un moteur d'engagement et d'aider les autres. Et donc, je voulais
étudier et donner des clés d'abord pour moi-même et pour les autres, en fait, d'où vient tout ça. D'accord. Très intéressant. Ro, on attaque la dernière partie du podcast. Je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en France? Une question très deep. Euh, Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'esprit critique en France. Et je pense que c'est quelque chose de très positif et très nécessaire, en fait, d'avoir cet esprit critique Mhm. sur... quand on voit quelque chose, on se pose la question, on essaie d'analyser et on n'accepte pas un peu comme ça tout ce qui arrive. Ça, c'est exceptionnel et ça enrichit l'esprit et la mentalité des gens, mais en même temps, la même esprit critique qui vient en fait de l'aspect analytique et parfois cartésienne peut devenir un frein de l'innovation et d'aller plus loin et de se débarrasser du passé et aller vers l'avenir. D'accord. Donc ça, je vois tous les jours quelque chose qui est super important, qui peut avoir des impacts positifs, mais en même temps négatifs sur la personne et la société. D'accord. Et je pense que c'est unique, la pesanteur de l'esprit critique en France, c'est unique. C'est unique aux Français. Et C'est unique au monde. quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui en France que tu as accompli en France? De sortir du schéma qui m'a été destiné. Je pense que ça, c'est. Je me souviens, il y avait des gens dans le milieu du journalisme qui me disaient mais Roux, il y a même pas de job pour les journalistes en France. Voilà, tu peux aller, je sais pas, trouver un job de caissier ou je sais pas des stations de service et que j'ai fait finalement, mais en fait j'ai pas accepté le fait que c'est mon destin. Ouais. Que tu n'as pas accepté le fait que tu sois limité à ça. Oui. Ouais. Alors que tout était fait pour que ce soit mon destin. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai pu m'échapper à ça. C'est pas toujours donné parce que nous, en tant que des personnes immigrées, les nouveaux arrivants, on n'a pas de backup. En fait, tout peut s'effondrer. Et moi, ça m'est arrivé en fait ces dernières 15 années. 2 fois, j'ai vécu l'effondrement parce que voilà, il y a eu le Covid, j'ai créé une start-up et voilà, ça n'a pas marché parce qu'en fait, tout était fermé. Ou pour une autre raison, une autre fois. Donc, mais quand même, ça c'est... et que en fait, j'arrive à transmettre cette énergie au service des autres. Je pense pas que j'ai réussi encore, Okay. mais je pense que dans un chemin qui peut... Parce qu'en fait, une réussite doit être durable et systémique. Et quand ça reste isolé dans le cas d'une personne, on a beau dire en fait des successful stories, c'est important, c'est inspirant, mais quand c'est pas systémique, quand c'est pas durable, bah, ça sert à une personne, peut-être son entourage, mais ça sert pas. Moi, je veux qu'en fait tout ce qu'on fait tous ensemble éradique le problème de l'exclusion et de la discrimination. Et je pense qu'on est un peu loin, on a un chemin, mais on peut y arriver. Mais ça me mène à la question d'après, qui est quels sont tes projets d'avenir? Mon grand focus, c'est Welcome Account. La manière dont je vois Welcome Account, c'est pas seulement un moyen de paiement, une carte Visa, mais d'être un partenaire de vie qui aide tous les nouveaux arrivants dans tout le parcours de leur vie à mieux gérer et améliorer leur vie financière et économique. Et c'est mes focus de mes prochaines années. Et même prochaine année. D'accord. Voilà. Le conseil que tu donnerais à l'immigré qui est en France ou qui s'apprête à venir en France, qui ne sait pas trop à quoi s'attendre, au fait d'être loin de son pays, quel conseil tu lui donnerais à lui et quel conseil tu donnerais aux Français qui, lui, a peur de l'immigration, qui ne s'y connaît même pas du tout sur le sujet, mais qui pense que ces immigrés viennent soit voler nos emplois ou ils sont trop nombreux. Le conseil que j'ai aux personnes immigrées, aux nouveaux arrivants, c'est
entourez-vous de bonnes personnes, y compris des locaux. Au début, puisqu'en fait, on a besoin, en fait, on est loin du pays, de la famille, on a besoin de l'amour, on a besoin de soutien, on a besoin de sentiments. C'est toujours confortable de s'entourer, un peu les gens comme nous. C'est important, il le faut. Il faut qu'on est en fait entouré par les gens qui nous encouragent, qui nous donnent d'affection, de l'amour. Ça, c'est super important, mais en même temps, on peut trouver ça ailleurs aussi. Pas les gens qui nous ressemblent seulement. Et donc, parfois, on fait la même chose. Donc, pour vraiment, là, si je veux être pratico-pratique, pour réussir, il est très important de créer le lien avec tout le monde. Donc ça, c'est ce que moi, je propose. Et moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir, même dès mon arrivée, même si je n'arrivais pas à parler, d'avoir autant d'amis iraniens ou non français que des amis français locaux. Et j'étais quand même proactif. Le conseil ou le mot que j'ai pour les Français, je pense qu'il y en a qui n'ont pas besoin de mon conseil parce qu'ils savent très bien. Et encore une fois, je les vois, je vis avec eux tous les jours, qui savent que tout ça, en fait, ce qu'on dit, ils volent nos boulots et tout, c'est faux. Voilà, des informations. Non, en fait. L'immigration, c'est une richesse si on le veut. Ça va être ma question d'après, donc c'est bien que tu y répondes. Ouais. L'immigration, c'est une réalité. Il peut être une richesse, et c'est toujours une richesse. L'histoire de la France, l'Europe, les États-Unis, ou beaucoup de pays le montrent. Donc, il est plus raisonnable. Je ne parle même pas de l'aspect humanitaire, et c'est autre chose. Mais vraiment, pour l'avenir de la France, si vous aimez la France, il faut savoir à accueillir et à bénéficier de l'immigration. Les pays qui n'arrivent pas, en fait, n'ont pas cette compétence, ils échouent. Et aujourd'hui, au monde, l'exemple, c'est le Japon. Le Japon, il y a une vingtaine d'années qu'on n'a plus d'innovation qui sort du Japon, alors que c'était un pays hyper innovant. Pourquoi ? Parce que c'est un pays très, très, très fermé. L'exemple contraire, c'est les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne, la France aussi. On invisibilise beaucoup des personnes immigrées. Et merci à vous de donner, en fait, de projeter la lumière. Mais la France aussi, en fait, elle a pu réussir à aller plus loin grâce à l'immigration. Donc, si on se ferme, on échoue. Et on est dans un monde encore beaucoup plus concurrentiel. Je reste très, très pragmatique. Ouais. Et ça, c'est très important de prendre en compte ça. D'accord. Et tu dirais donc que l'immigration est une chance ? Est une chance. Bonne chance. Ouais, tout à fait. Dernière question, Ro, ce sera l'ultime question. Je voudrais encore te remercier d'avoir accepté notre invitation et de nous donner de ton temps. S'il fallait retracer ce parcours-là, ce parcours plus que résilient, parce que tu as connu tellement de choses, tu es là aujourd'hui. S'il fallait retracer tout ce parcours, et s'il y avait un film finalement sur Ro au cinéma, comment est-ce qu'on le nommerait, comment est-ce qu'on l'appellerait ? Un film sur moi ? Sur toi, sur ta vie, sur tout ce que tu as dit aujourd'hui par rapport à ton parcours. Il fallait le résumer. Et comment est-ce qu'on nommerait ce film ? Ou peut-être ce livre, hein ? Ouais. Comment est-ce qu'on l'appellerait ? L'homme à devenir. L'homme à devenir. C'est beau. C'est beau. Écoute, Ro, sur ces mots, on va se quitter. Ro, je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. C'était un honneur pour moi de t'interviewer. C'était Permis de réussir. Je suis Arnold de Easy Paper. Easy Paper est la startup qui vous permet de faciliter l'implantation de collaborateurs étrangers en France. Et Easy Paper produit c'est ce podcast, Permis de réussir. Épisode 3, c'était Arnold. Merci à tous. Au revoir.